investisseurs, il y a des gens qui arrivent dans le pays. Mais justement, ces gens doivent être logés. Ces gens doivent accéder à leur activité, aux travaux et tout ce qui va avec là. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les investisseurs et même pour les nationaux. Partager sur des sujets aussi réels au bénéfice de la population herdo-congolaise en général. Ingénieur, vous avez également sorti un livre qui parlait de l'essor du BTP en République démocratique du Congo. Est-il une véritable révolution économique ou simplement une illusion de développement pour notre cher beau pays? Ce sont des ressources épuisables. On doit voir comment diversifier l'économie du pays. Sinon, après excavation, après épuisement des minerais, on ne sait pas évoluer dans d'autres secteurs. Alors, je me suis dit qu'on devait mettre en place un mécanisme pour développer, pour diversifier l'économie. Et dans le secteur du BTP, les gens doivent travailler, les gens doivent se divertir. Et tout ça, c'est les secteurs du BTP. Du coup, l'essor de ces secteurs-là, c'est vraiment... Donc, transformer la ville de Lubumbashi, un projet concret que vous pouvez proposer ici aux autorités du pays. Bon, je veux dire une chose. Le développement d'une ville dépend des activités économiques. Pas forcément développer peut-être ce quartier ou cet emplacement-là. On crée de ce côté-là peut-être un marché. Abonnez-vous sur Bamoutu TV via YouTube pour ne rien rater. Fidèles téléspectateurs, merci de nous regarder de partout. Vous êtes à l'instant dans ce programme socio-culturel, un programme taillé sur mesure dont nous échangeons sur différentes thématiques et entrée à la vie en République démocratique du Congo, pourquoi pas à l'international. Et bien sûr, dans ce podcast, nous prenons que de valeurs, raison pour laquelle, une fois de plus, nous allons recevoir pour vous un ingénieur, un spécialiste dans la construction. Ensemble avec ce dernier, nous allons devoir échanger en long et à large. À qui sont pu traîner, j'ai dit bonjour et bienvenue dans notre podcast. Bonjour et merci M. Kevin. Alors, je préfère que vous faites une présentation un peu plus large sur votre personne. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Tris Katom. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics, CEO de P4 Solutions, qui est une entreprise de construction, de formation et des prestations intellectuelles aussi. Alors, je suis aussi promoteur d'un salon de construction nommé Secteur BTP. En vrai, c'est un salon qui réunit différents professionnels du domaine du bâtiment. Et on parle justement du développement de la RDC en rapport avec tout ce qui est construction de routes, de ponts, de l'habitat. Et déjà dans ces salons, on décèle un problème dans le pays. On essaie d'en parler. C'est sous forme de conférences et on propose aussi des pistes de solutions qui nous essayons de donner aux différentes, on introduit dans différentes structures de l'État afin de proposer nos solutions. Je suis aussi auteur. Je viens de sortir dernièrement mon livre, L'essor du BTP en RDC. Et là aussi, il s'agit d'une analyse et une proposition d'un mécanisme de développement des infrastructures dans ce pays. Et formateur aussi en analyse des structures, des bâtiments de béton armé. Et voilà, je pense que ça va déjà. Alors, bienvenue une fois de plus dans ce podcast. En vous regardant, vous êtes un jeune homme. On ne va pas préférer parler de votre état civil en étalant sur la place publique. Sans plus traîner, déjà, on va passer à l'essentiel. On va quand même essayer de définir les concepts des mots, c'est que les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant aient une idée plus précise par rapport aux mots souvent usés dans le domaine de la construction. Déjà, les BTP, qu'est-ce qu'on peut retenir par là, ingénieur? BTP, c'est les secteurs économiques de la construction, qui veut dire bâtiment et travaux publics. En fait, c'est l'ensemble de tout ce qui est conception et construction, des bâtiments, des maisons, et même les travaux publics, tout ce qui est ensemble de routes, les constructions des ponts, des barrages, tout ce qui est des travaux publics, quoi. Et là, justement, on a même les éléments de l'énergie, c'est-à-dire même l'adduction d'eau potable, même les barrages et tout ça. C'est l'ensemble vraiment d'un secteur économique de la construction. Alors, on va devoir en parler parce que la RDC est une terre d'opportunités avec sa jeunesse qui se cherche encore. Est-ce que nous pouvons se permettre de dire, vous en tant qu'expert ingénieur, le BTP représente-t-il une opportunité pour la jeunesse herdo-congolaise? Tout à fait. C'est l'un des secteurs aussi moteurs pour le développement du pays. Puisqu'en vrai, lorsqu'on parle par exemple des routes, les routes sont des supports économiques du pays.
pour faire n'importe quelle activité dans ce pays, on a besoin de routes, voyez-vous. C'est un élément du secteur du BTP. Alors, on a besoin de logements. Il y a actuellement les booms miniers, déjà, qui appellent à beaucoup d'investisseurs. Il y a des gens qui arrivent dans le pays. Mais justement, ces gens doivent être logés. Ces gens doivent accéder à leur activité, aux travaux et tout ce qui va avec là. Donc, c'est vraiment une opportunité pour les investisseurs et même pour les nationaux. Et Alors, parce que je me coupe pas la parole, hein, sentez-vous à l'aise, c'est votre podcast d'ailleurs. Nous apprenons en même temps ici parce que on s'est assigné de partager sur des sujets aussi réels au bénéfice de la population herdo-congolaise en général, pourquoi pas de tous les gens qui nous suivent un peu de partout. Ingénieur, vous avez également sorti un livre qui parlait de l'essor du BTP en République démocratique du Congo. Est-il une véritable révolution économique ou simplement une vision de développement pour notre cher beau pays? Merci. Déjà, en parlant de mon livre, l'essor du BTP en RDC, je vous ai dit que c'était une analyse et une proposition d'un mécanisme de développement des infrastructures dans ce pays. Pourquoi? Parce que j'estimais que l'économie du pays évolue beaucoup plus grâce au secteur minier. C'est-à-dire plus de 70% de l'économie du pays tourne avec le secteur minier. Alors, or, les minerais sont des ressources épuisables. On doit voir comment diversifier l'économie du pays. Sinon, après excavation, après épuisement des minerais, on ne sait pas évoluer dans d'autres secteurs. Alors, je me suis dit qu'on devait mettre en place un mécanisme pour diversifier l'économie. Et dans le secteur du BTP, qui est aussi un secteur moteur, puisqu'après les logements, les routes, les ponts, les barrages, c'est ce qui fait même fonctionner les pays. On dit qu'une ville dans le développement a 4 fonctions. Voyez-vous, les gens doivent habiter, les gens doivent circuler, les gens doivent travailler, les gens doivent se divertir. Et tout ça, c'est les secteurs du BTP. Du coup, l'essor de ces secteurs-là, c'est vraiment une réalité, c'est vraiment un développement pour les pays, quoi. Alors, comment, parce que nous avons parlé de la ville, nous sommes à Lubumbashi, la ville aux 7 communes. Comment jugez-vous l'évolution de la construction à Lubumbashi ces dernières années? Et une autre question jumelle à cette dernière, la ville est-elle bien planifiée ou en croissance d'une manière un peu pêle-mêle? Bon, dire pêle-mêle, ça serait une déclaration assez forte. Seulement que je veux dire une chose, à l'époque belge, la ville était quand même bien planifiée, voyez-vous. Mais avec l'expansion déjà, il y a une forte démographie, voyez-vous. Il y a l'accroissement de la population. La demande en logement devient importante. Mais après, lorsque cet accroissement n'est pas bien planifié, voyez-vous, c'est ce fait qu'on a parfois certaines constructions anarchiques. Et d'ailleurs, là, je fais même appel au service du PEC, qui est dans l'octroi des permis de construire, de s'impliquer justement dans ça, pour octroyer des permis de construire pour des ouvrages qui répondent aux normes, c'est-à-dire aux normes urbanistiques, aux normes architecturales, aux normes même de la construction. Alors, c'est ce fait que moi j'ai constaté quand même beaucoup de problèmes aussi dans la ville de Lubumbashi, en parlant des embouteillages, parce qu'on a centralisé les activités économiques, on a centralisé l'administration, on a centralisé beaucoup d'activités qui créent aussi des engorgements routiers, dans le sens où les gens quittent les périphéries le matin pour aller vers le centre-ville. Et le soir, c'est un autre mouvement, ça crée des engorgements. Il y a des constructions avec une grande capacité d'accueil, justement, mais sans espace de parking, voyez-vous. C'est parce qu'il y a quand même quelques cas qu'on constate dans la ville de Lubumbashi, en parlant de certaines constructions qui ne répondent pas aux normes, mais aussi certaines constructions anarchiques. Donc, il faut aussi marteler. Moi, je me dis, il faut mettre en place un plan local d'aménagement qui tient compte de toutes ces réalités-là, voyez-vous. De l'augmentation de la population, de l'emplacement des activités économiques. Et voilà, et je pense qu'avec ça, on va devoir bien urbaniser la ville. Et qui tient compte aussi des 4 fonctions de la ville, comme je l'ai dit, les gens doivent habiter, les gens doivent travailler, les gens doivent circuler, les gens doivent se divertir. Donc on doit voir aussi où implanter ces équipements publics pour permettre un bon développement de la ville de Lubumbashi. Alors, parce que nous parlons ici de la population qui est à son zénith, c'est-à-dire à chaque fois la population de Lubumbashi qui s'accroît. Est-ce que vous, en tant qu'expert à la matière, quel projet structurant, bien sûr, pourrait-il transformer la ville de Lubumbashi? Un projet concret que vous pouvez proposer ici aux autorités
du pays, pourquoi pas de la ville de cette commune. Bon, je veux dire une chose. Le développement d'une ville dépend des activités économiques. Là où on implante une activité économique, la population va suivre. Et on va forcément développer peut-être ce quartier ou cet emplacement-là. Il y a des projets, par exemple, comme River Cities. C'est un projet qui vient aussi résoudre un problème de la population. On crée une cité qui est peut-être bien, qui est fonctionnelle, qui trouve une solution peut-être au problème de logement, des expats et autres. Moi, l'idéal serait de voir comment placer peut-être des équipements publics dans des périphéries. Regardez, si on doit faire des extensions, okay, on a un établissement public, un établissement de l'État, qu'on ne va pas mettre au centre-ville, qu'on va mettre peut-être vers le golfe Chamalali. On crée de ce côté-là peut-être un marché, on crée des hôpitaux, des écoles et tout. Les gens qui sont de ce côté-là ne vont pas forcément venir au centre-ville, puisqu'ils ont presque tout ce qu'il faut pour leur milieu, quoi, pour mieux vivre. Alors pour moi, au-delà de peut-être voir comment mettre un système de gestion de la ville en parlant de l'habitat, mais voir comment diversifier aussi l'emplacement des activités, créer d'autres activités dans des périphéries. Ça ouvre la ville. On est dans ce qu'on appelle l'étalement urbain. On n'est pas toujours obligé de construire, de tout mettre au centre-ville ou de construire en hauteur. Voyez-vous, il y a des villes qui sont bien développées, mais dans l'étalement, comme la ville de Lusaka en Zambie, la capitale d'ailleurs, c'est une ville qui est construite dans des normes. On a cet étalement, les gens sont dans leur coin et tout est fonctionnel. Avec les systèmes aussi des transports et circulation. C'est un système qu'il faut bien voir dans le pays, ou même les transports multimodaux. Cette interaction entre différents modes de transport. On a les transports. Là, nous sommes dans la ville de Lumbashi, c'est à petite échelle, mais à grande échelle, on a les transports lacustres, on a les transports ferroviaires, on a les transports routiers, on a les transports doux, on dit la marche, on a les transports aériens, voyez-vous. Lorsqu'on a cette interconnexion entre différents modes de transport et qui forment un bon système de transport multimodal, on sait ouvrir la ville à beaucoup de choses, on sait développer. En vrai, il faut mettre un plan de gestion, un plan d'aménagement qui tient compte de toutes ces réalités-là et on va décanter beaucoup de problèmes de la vie de l'embauche. Alors, vous allez me permettre de rester dans les réformes parce que toutes ces propositions-là doivent avoir des réformes qui permettent à ce que les choses soient un peu plus améliorées. Et si vous avez une réforme urgente à proposer pour améliorer la construction en République démocratique du Congo en général, en particulier la ville aux 7 communes qui est la ville de Lubumbashi, quelle sera-t-elle? Bon, vous savez qu'on est béni par les textes. La RDC a beaucoup de textes. Mais moi, je pense au niveau de l'application de ces textes-là. En fait, au niveau du suivi. Dernièrement, il y a eu la loi sur l'aménagement du territoire qui a été promulguée. On a beaucoup de lois et on est béni dans ça. Mais apporter encore une réforme, déjà, on doit vraiment suivre ce qu'on a. On doit vraiment marteler sur ce qu'on a déjà comme loi. Voyez-vous, on a des textes qui sont bien établis dans l'urbanisme. Est-ce que c'est respecté ces lois? C'est justement ça le problème. C'est au niveau du respect de loi. Si les agents de l'État doivent marteler sur ça, doivent vraiment s'impliquer dans le sens où qu'on puisse respecter les normes mises en place, qu'on puisse respecter la loi. Et là, on va devoir décanter la... Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un monde formel parce que tout évolue aussi rapidement que ça avec l'usage de la technologie. Expert à la matière, féru d'ailleurs, bien placé, reconnu et acclamé un peu partout par les gens qui partagent avec vous votre savoir-faire, c'est-à-dire les gens qui sont également dans la construction. Peut-on imaginer des villes modernes et bien planifiées en République démocratique du Congo d'ici 10 à 20 ans? Si on peut imaginer des villes, déjà, on a déjà le nombre des villes qu'on a. Il faut juste voir comment améliorer les différentes conditions des villes, même dans ce qu'on appelle le développement durable, puisque des villes modernes, on essaie d'abord de voir les conditions du développement durable, c'est-à-dire un développement qui tient compte de l'économie, qui tient compte de l'environnement, qui tient compte même du milieu social, si on veut le social de la population. C'est ce qui fait un développement durable. Alors, les villes modernes, aujourd'hui, on a des smart cities construites dans des normes aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai dit toujours aux autres, tout projet, peut-être par exemple un projet de construction, apporte des impacts dans les milieux. Il y a des impacts positifs, il y a des impacts négatifs dans les milieux, voyez-vous. Alors, ville moderne, si par rapport aux conditions de l'environnement,
on s'est respecté, il n'y a pas pollution, il n'y a pas tous ces éléments-là, voyez-vous. On n'a pas perdu peut-être d'espèces végétales, d'espèces animales, et voir la construction dans des normes qui fait à ce que la ville puisse fonctionner. L'emplacement peut-être de la route, l'emplacement des stations-service, l'emplacement des hôpitaux, l'emplacement des écoles. Tout part d'un schéma. On part d'abord du schéma directeur. On a un grand maquis dans le sous-sac. Alors, si on instaure ou on implante un schéma directeur qui donne les différentes orientations dans tout ça, je vous assure. Et lorsque l'État doit respecter ou on doit respecter la loi, on doit suivre vraiment la réglementation des normes, je vous assure qu'on aura des villes modernes. On peut transformer toutes ces villes-là qu'on traite villes dans le non-respect de normes. On pourra arranger toutes ces villes. Parce que la majorité des villes en RDC, ce sont des villes laissées par le colon, le belge. Avec vous, ingénieurs, si on peut traîner, on va également parler de la main-d'œuvre locale. Est-elle suffisante, bien sûr, ou qualifiée? Ou ça suffit vraiment à ce dernier à ériger des villes aussi solides que ça pour éviter certaines catastrophes parce que nous faisons face au réchauffement climatique? Bon, en parlant de la main-d'œuvre, moi je pense qu'on doit plus c'est basé sur la formation professionnelle aussi, voyez-vous, puisqu'il y a beaucoup de charlatans, permettez-moi le terme, il y a des charlatans qui se font passer pour des professionnels, même dans la construction. Vous allez voir peut-être un maçon qui n'a pas assez d'expérience, ou peut-être qui a construit 2 ou 3 maisons, qui prétend être ingénieur et on lui confie d'autres responsabilités. Et quand il y a des incidents, il y a des accidents, c'est là qu'on découvre que c'était peut-être un maçon, voyez-vous. Dans la main-d'œuvre, on doit fournir des efforts pour former beaucoup de gens, avoir une main-d'œuvre qualifiée et à tous les niveaux. Hein. Là, c'est à tous les niveaux. Et même avec, je vois déjà qu'il y a l'INPP qui forme aussi les autres. Alors, et même dans ce qui est des corps des métiers, on doit fournir un effort à ce que les gens qui construisent, les gens qui exercent doivent être professionnels du domaine. Lorsqu'on a un problème avec la plomberie, que ce soit un plombier qualifié qui essaie de travailler. Lorsqu'on a un problème de maçonnerie, on a vraiment un maçon. Lorsqu'on a un problème peut-être d'architecture ou un problème architectural, que ce soit un architecte, un ingénieur. Il faut mettre chacun à sa place. Mais moi j'estime qu'il faut former beaucoup de gens, puisqu'on n'a pas beaucoup la main-d'œuvre n'est pas vraiment à la hauteur. Hein. On n'a pas beaucoup de corps de métier qualifiés dans ce sens-là. Parce que vous avez parlé de la main-d'œuvre qui n'est pas aussi adaptée, comment éviter les effondrements de bâtiments qui deviennent de plus en plus fréquents en RDC, dans la ville de Lubumbashi et un peu, pour revenir sur la solidité des villes? Bon, dire l'effondrement, parfois les responsabilités sont partagées. Parce que comme je vous ai dit qu'il y a des charlatans, il y a des maçons qui se font passer pour des ingénieurs. Et c'est au niveau aussi des maîtres d'ouvrage, qu'on appelle les clients, voyez-vous. Un client, au lieu de faire appel à un ingénieur, à un architecte, à un professionnel du domaine, mais le client fait appel peut-être à un maçon. Je ne sais pas, faute de moyens, ou c'est peut-être un membre de sa famille, ou même le maçon qui prétend être ingénieur. Et avec ça, lorsque peut-être les services aussi étatiques, les services publics ne font pas un bon suivi pour voir ce qui construit, c'est quelle structure, c'est quel individu, voyez-vous, on a tous ces problèmes. Et même la construction dans les normes, c'est-à-dire avant d'octroyer un permis de construire pour une construction d'auteur, on essaie de voir est-ce qu'il y a une note de calcul, est-ce que les calculs ont été bien faits, est-ce qu'on a vérifié, est-ce qu'on a fait l'étude du sol, est-ce qu'il y a eu un bureau d'études qui est passé par là. Si on doit se rassurer de tout ça, si on doit se rassurer de la qualification de celui qui exécute, okay, je pense qu'on ne va pas tomber dans beaucoup de cas comme ça. Et si on doit faire vraiment recours aux professionnels, il n'y aura pas beaucoup de cas comme ça. Alors, ingénieur, nous sommes au soir de cette interview, ce podcast, bien sûr, la première partie. Vous êtes jeune, en vous voyant, en vous regardant en même temps, pour ceux également qui vont nous suivre et qui nous suivent à l'instant même. Nous devons nécessairement parler de la place de la jeunesse dans ces secteurs. Quelle est la place de la jeunesse congolaise en général et pourquoi pas le chose en particulier dans votre secteur? Bon, déjà, la jeunesse vit avec une énergie. Et une innovation aussi, puisque je vous dis, les jeunes de la vieille école ne veulent peut-être pas accès à certaines informations assez rapidement et n'avaient pas peut-être
accès à d'autres matériels, à la technologie. Aujourd'hui, on a même l'intelligence artificielle. Donc, en vrai, les jeunes viennent avec cette vague-là, cette énergie pour innover, pour apporter quelque chose de bien. Et moi, je pense qu'on devait voir aussi comment faire place, comment laisser une place aussi aux jeunes afin qu'ils puissent mieux s'exprimer et proposer des pistes de solutions, voyez-vous. On dit que l'avenir, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Après, je pense qu'il faut aussi laisser l'opportunité aux jeunes. Là, il faut laisser aussi cette occasion aux jeunes de s'exprimer, d'exercer aussi ce qu'ils veulent, voyez-vous. Et voilà, donc je pense que moi, je suis jeune. Dieu a fait grâce, j'ai eu quand même cette chance-là de tomber sur les gens qui m'ont fait confiance. Et on essaie de faire notre part et je suis sûr que mes réalisations sont... Oui. Parce que vous êtes formateur, s'il faut lancer un message à tous ces jeunes qui se disent que les secteurs est réservé à un certain stand des personnes par rapport au confort économique, et ainsi de suite. S'il faut quand même moraliser un jeune, à l'instant en train de suivre cette interview, quels sont les mots justes pour le faire comprendre qu'il doit également mettre la main à la pâte, pourquoi pas rejoindre l'équipe pour être formé? Bon, les secteurs du BTP n'est pas réservé seulement aux vieux, même aux jeunes aussi. D'ailleurs, la plupart d'ingénieurs actuellement sont des jeunes. Mais regardez, moi je demanderais à ces jeunes, je dirais à ces jeunes-là d'être professionnels, déjà de se former, puisque c'est un secteur noble. C'est un secteur dont il faut prendre avec toutes les responsabilités possibles. Je dirais à ces jeunes-là de se former, d'apprendre et dans sa profession, d'apprendre sur les lois qui régissent cette profession-là et de vouloir offrir un travail de qualité. Voyez-vous, on ne doit pas seulement, on a construit, mais est-ce un travail de qualité? Si parfois les pays aussi n'est pas bien développé dans ce secteur-là, c'est plus qu'il y a des équipements qui ont été exécutés dans le non-respect de normes, c'est-à-dire qui ne sont pas des équipements de qualité, voyez-vous. Alors ces gens-là, je vais lui dire de se former, de produire un travail de qualité, et il aura une place dans la cour des grands. Je pense qu'actuellement, on essaie quand même de donner l'opportunité à tout celui qui est compétent, voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. Il y a plein de choses à dire, peut-être pour cette première partie. Un mot de la fin, pour ne pas dire un dernier mot. Déjà, je vous dis merci, M. Kevin, pour cette opportunité. Et j'ai démontré aussi à ceux-là qui voudront bien se lancer dans cette profession, d'apprendre, de lire, que c'est une profession noble avec beaucoup de responsabilités, je vous assure. Et voilà, l'idéal, c'est de voir comment développer les pays dans le secteur du BTP, qui est un secteur qui me passionne beaucoup. Et j'estime que c'est un moteur pour le développement aussi. Tout le monde a besoin d'être logé quelque part, tout le monde a besoin de circuler, tout le monde a besoin de se divertir. Et voilà, on a besoin d'avoir accès aux différents équipements publics, avoir accès à l'électricité, à l'eau. Et c'est ce qui fait le développement d'un pays. Alors, on espère vous retrouver pour la deuxième partie dans les jours qui viennent. Je serais vraiment ravi. Fidèles téléspectateurs, nous avons reçu pour vous l'ingénieur Trice Katom, bien sûr, qui est expert dans la matière ou le secteur de la construction. Avec ce dernier, nous avons échangé sur les réalités du terrain en République démocratique du Congo. Ce dernier sera de nôtre dans les jours qui viennent. Mais avant de finir, nous tenons à remercier toute cette forte et grosse équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce podcast, notamment l'ingénieur Emmanuel Kabou qui était derrière la caméra. Merci également à notre partenaire à vie, il faut le dire, USA, dont nous saluons Monsieur Santos G, le fondateur de la société Montaigne Group. Il a donné plus de 100 000 emplois aux Congolais, il faut quand même le dire, depuis les États-Unis d'Amérique. Moi, je ne suis pas trop anglophone, mais quand même, thank you, Mr. Santos. Également, merci à la direction de marketing de USA, notamment Monsieur Lahal, bien sûr, Montou, et son second, Monsieur Chibangu, depuis quelque part en train de nous regarder, Monsieur Belmont, c'est comme ça qu'on l'appelle. Merci également à Madame Adèle pour l'opportunité de nous accorder ce mini-contrat, on peut le dire ainsi. Au nom de cette forte et grosse équipe, nous disons 1000 merci. Le prochain rendez-vous pour la deuxième partie, c'est ici et maintenant. Merci.